Vous avez eu à vivre une expérience très très marquante. Pas une fois ni deux fois, je pense. Oui, Et j'aimerais savoir comment vous avez pu survivre à ça déjà, comment vous avez pu remonter la pente et aujourd'hui être la femme que vous êtes aujourd'hui. j'ai eu du mal à parler de ça pendant longtemps. Ouais. Beaucoup de gens ne savaient pas, hein. Mais j'ai été victime d'abus sexuels. Il n'y a pas eu un moment où vous avez eu envie de tout arrêter? Ah oui, mais même aujourd'hui, ça m'arrive. Il faut aussi que les gens comprennent que on n'a pas tout gratuitement dans la vie. Ouais, c'est vrai. 2000 francs sur 6 mois de formation, où tu vas avoir des personnes comme Nabou Fall, comme Gilles Ataï, comme Stéphane Corridon, Steven Epou-Tapani, mais des personnes de bonne facture qui vous parlent, vous ne payez rien, on vous demande 2000 francs. Mais attends, écoute, je crois qu'il faudrait que nos jeunes arrivent à comprendre que il faut qu'eux-mêmes ils fassent un petit effort pour qu'on puisse être encouragés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clémo Halayo, l'émission qui met en lumière les parcours des femmes extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une femme entrepreneur, leader très connue, Madame Kaïson Dominique Ataï. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir, Salim, c'est un plaisir. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Du coup, pouvez-vous vous présenter? Qui est Kaïson? Kaïsan est déjà la troisième fille. Oui. Comme chez nous on dit, c'est la troisième fille d'une famille, mais quand il y a un homme qui est entre les trois filles, donc Kaïsan, ça détermine tout de suite la position que tu occupes au sein de la famille. Eh bien, Kadea est une femme, une mère et une dame qui aime son pays et qui aime accompagner les autres dans leur cheminement. Ok. Déjà. Bravo. Déjà, durant tout votre parcours, votre expérience, cela vous a forgé. Vous avez su exploiter ce que vous avez parcouru, ce que vous avez traversé durant votre vie personnelle comme professionnelle. Et ceci a inspiré beaucoup de personnes, y compris moi. Et nous allons discuter, vous allez nous dire un peu vos défis, tout ce que vous avez eu à rencontrer, vos aspirations et vos projections. Du coup, pouvez-vous nous parler de votre enfance? Alors, j'ai eu je dirais une enfance dorée. Pas dorée en termes financiers, quoique nous ne manquions de rien, mais j'ai eu une très belle enfance parce que j'ai été élevée dans de l'amour. Et ça change beaucoup de choses. Le milieu dans lequel j'ai été élevée, mes parents, l'amour qu'ils me donnaient, l'exemplarité dont ils faisaient preuve, m'ont permis de devenir la femme que je suis. Je disais, mon père est d'une humilité extraordinaire, ma mère est d'une empathie extraordinaire, et je pense que le mélange de ces deux personnes qui m'ont éduquée, qui m'ont élevée, m'ont permis de voir la vie de manière totalement différente par rapport à d'autres personnes que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin. Et donc, j'ai eu une très belle enfance. J'avais un frère, j'avais deux sœurs qui malheureusement nous ont quittés en cours de route. Désolée. Et donc, j'ai juste mon frère et moi et mes parents. Donc, en fait, aujourd'hui, avant nous étions 6, aujourd'hui nous sommes 2. Ouais. Vous êtes toujours proche à votre frère jusqu'à présent? Oui. Il est au Togo ici? Non, il est en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais on se parle souvent. Tout le temps. Oui, tout le temps. D'accord. Et durant votre parcours, y a-t-il eu un moment qui vous a marqué, qui vous a profondément marqué? Sur le plan professionnel ou privé? Disons, on peut commencer sur le plan personnel d'abord. Le plan personnel, ça a été le départ de mon père. D'accord. Avant mon père, j'avais connu la mort par la mort de mon fils. Ça a été une première expérience. Mais il était bébé, mais c'était mon premier enfant. Et c'est vrai que quand il est parti, le monde s'est effondré autour de moi. J'en parle même avec beaucoup d'émotion. Vous étiez mariée? Oui, j'étais mariée. On est resté plusieurs années sans avoir d'enfant. Et puis, je suis tombée enceinte.
Et puis, au bout de quelques mois, j'ai accouché prématurément et l'enfant est né. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsque je suis allée le voir dans la couveuse, il m'a attrapé la main comme ça. Oh. Et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Ça a été tellement poignant. Et donc, il est parti. Et après ça, le grand choc, ça a été le départ de mon père en 2008. Parce que c'est la première fois que j'expérimentais la mort autrement que mon fils. Et mon père était mon pilier. C'est vrai que je fais tout pour lui ressembler en termes de valeur, parce que physiquement, je suis plus ronde que lui, bien sûr, mais c'est un homme qui avait d'énormes valeurs. Il était médecin et il était représentant d'une institution internationale. Et c'est vrai que quand il est parti, j'ai fait 6 mois, une dépression qui a duré 6 mois. Oh. Je ne voulais plus rien faire. Mais j'ai pensé à ma fille et je me suis accrochée et puis voilà. Donc ça, sur le plan personnel, je pense que ça a été le plus gros choc. Donc, vous avez une fille? Oui, j'ai une fille. Ok, elle a quel âge aujourd'hui? Ma fille va avoir 25 ans. Ok, oui, wow. Oui. Donc je dirais, c'est ma meilleure amie. Oui. C'est vraiment ma meilleure amie. Professionnellement, personnellement, c'est mon binôme parfait. Je lui dis souvent, nous sommes un binôme parfait. Oui, donc c'est ma fille. Elle suit votre exemple aussi dans ce que vous faites dans votre parcours professionnel? Oui, elle a elle-même choisi sa voie, elle est conseillère en images, D'accord. mais elle travaille beaucoup avec moi dans le domaine de l'événementiel. Donc, c'est vrai que nous travaillons beaucoup ensemble. On est complémentaires, elle m'aide beaucoup, elle m'assiste beaucoup en termes de communication, d'organisation d'événements, et tout en faisant son métier. Ok. Ah oui, c'est vrai que nous n'avons pas expliqué vraiment ce que vous faites comme activité. Avant maintenant de nous dire les difficultés que vous avez eues professionnellement, si vous pouvez un peu nous décrire votre domaine professionnel. Oui, alors j'ai commencé en étant salarié. Pendant 8 ans, j'ai été dans le monde salarial. Et c'est après ces 8 ans que j'ai... 8 ans, alors ça fait 91. Tu étais déjà née? Oui, j'avais 1 an, donc ça va. Donc, c'est après ces 8 ans que j'ai créé mon entreprise. Ok. Et d'ailleurs, quand j'étais dans le monde salarial, la première entreprise avec laquelle j'ai travaillé au Togo, c'est Café Informatique. C'était une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé monsieur et madame Maboudi, ils m'ont appris beaucoup de choses et je tiens à les saluer ici. Et après ça, donc quand j'ai perdu mon fils en 1998, c'est là où j'ai créé ma structure. D'accord. Ma première structure d'abord. Ok. J'étais dans la construction. La construction. Oui. Et ensuite, c'était très difficile, non-paiement de factures et tout, etc. Donc, je suis passée à ce que je fais aujourd'hui, la communication, l'événementiel et la décoration. En étant une dame dans la construction, ça n'a pas été difficile? Oh, si, ça a été difficile. Mais moi, je dis que je suis une femme, mais je suis un homme dans la peau dans le corps d'une femme. Et donc, je me suis adaptée très vite. Parce que c'est vrai que quand vous allez sur les chantiers et que vous êtes une femme, en général, les hommes... ouais, c'est un peu difficile. Oui. Ils ne vous calculent pas. Non, je pense que vous êtes... Et même dans le monde de l'entreprise en général, je pense que pour la femme, il faudrait plus s'imposer pour avoir le respect du travail qu'elle fait, en fait. Oui, absolument. Dans le monde de l'entreprise, il faut d'abord être sûr qu'on connaît son métier. Parce que ce n'est qu'en connaissant votre métier que vous forcez le respect des autres. Ils peuvent se dire, oui, c'est une femme chiante. Mais vous savez, lorsque vous connaissez votre métier, je vous assure que personne ne peut parler de quoi que ce soit parce que votre travail, vous le connaissez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je suis dans la construction, dans la communication, la décoration et l'événementiel. D'accord. Vous avez fait combien de temps dedans? Vous continuez encore? Oui, je continue encore. Ah, oui. Bien que j'ai coupé depuis 2020, quand il y a eu Covid, je continue, hein, mais c'est vrai que depuis 2020, je suis plus tournée vers les actions envers la jeunesse. D'accord, ok. Mais je continue. D'accord, ok. Maintenant, en milieu professionnel, quel a été cet événement qui vous a beaucoup marqué?
Alors, il y a deux événements qui m'ont beaucoup marqué, Oui. positivement et négativement. Je vais parler du positif. Mhm. Le premier, ça a été un défi. C'était en 2010. Nous avons été la première agence à organiser un concert à Kégué. Et ça, je suis fière de le dire, c'était le concert de King Vincent. OK. Une parfaite réussite. On a eu plus de 35 000 personnes. C'était très, très, très bien. Et Bravo. Je me rappelle de ce concert. c'était vraiment Oui, waouh. oui, Moi, je me oui. souviens quand on a organisé, je voyais King arriver, mais la vidéo le montrait, j'étais comme ça. Et tout le monde se moquait de moi. Mais Ouais. ça, c'était une très belle expérience. Et il y a un deuxième événement qui m'a marqué négativement. J'ai organisé un événement pour quelqu'un de la place et il y a eu beaucoup je dirais, de court-circuitage, Mm. De Cuba. oui, de coups bas. Et c'était même allé jusqu'à l'empoisonnement. Ah ouais. Oui, oui, oui. Oh là là. Donc ça a été un souvenir très, très douloureux. Mm. Mais à part ça, je pense que dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas. On fait avec ce qu'on a. Tiens, il y a une autre anecdote qui me fait Oui. assez rigoler. Oui, dites-moi. C'était un événement, on a organisé pour un client et on a fait tout ce qu'il fallait, hein, la communication et tout. Et le jour de l'événement, il y avait pratiquement personne. Non. Oh. Il y avait pratiquement personne. Et même, on allait Mais dans le comment ça hall. se fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était où l'événement? Ça se passait, je ne vais pas dire l'hôtel, mais dans Oui, un hôtel. dans un La place, c'est hôtel. très OK. bel hôtel, hein. Mais je ne sais pas, il y a eu, si on attendait 100 personnes, on a eu à peine 30 personnes. C'était vraiment un flop. Mhm. Et donc, on allait dans le hall et on demandait aux gens, venez assister. Histoire de remplir la salle, Oui, en fait. histoire de remplir la salle. Mais nous n'étions pas à 100% responsables parce que le client aussi Mhm. avait sa Ça part. part. Il devait relancer des personnes. Ça n'a pas été fait. Donc, nous avions fait vraiment, nous avons tenu nos engagements. Mhm. Donc, on se sentait mal parce que c'était un événement qu'on Mhm. organisait, mais on ne se sentait pas responsable parce que tout n'était pas de notre faute. Mhm. Voilà. Et donc, ça, c'est une deuxième anecdote assez marrante. D'accord. Il y a eu des défis auxquels vous avez eu des défis que vous avez rencontrés, par exemple. J'ai déjà suivi votre émission que vous avez eu à faire précédemment. Et il y a eu un point qui m'a beaucoup touchée, que je ne vais pas le dire moi-même, mais je vous laisse le dire. Vous avez eu à vivre une expérience très, très marquante. Pas une fois ni deux fois, je pense. Oui, oui. Et à vrai dire, ça m'a beaucoup touchée. J'aimerais savoir comment vous avez pu survivre à ça déjà, comment vous avez pu remonter la pente et aujourd'hui être la femme que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai eu du mal à parler de ça pendant longtemps. Ouais. Beaucoup de gens ne savaient pas, hein, mais j'ai été victime d'abus sexuels. Aujourd'hui, je suis fière de le dire. Vous savez, la dernière fois, j'ai vu un commentaire en dessous de ce post-là. Il y a une personne que je trouve vraiment dommage qu'elle puisse avoir ce genre de remarques. A dit Les oui, réseaux sociaux, c'est ça, hein. Je me dis, ça donne l'opportunité à tout le monde de venir de dire dire n'importe n'importe quoi. quoi. Il dit oui, et puis vous pensez que il disait quelque chose dans le genre que les gens sont fiers de dire ça. On dirait que c'est devenu un challenge ou Mais bien je sais pas quoi. non. Mais j'ai eu pitié pour cette personne. Je n'ai Ouais. même pas répondu parce que les commentaires qu'il y avait en dessous, les gens lui répondaient. Mhm. Et donc, je n'ai pas répondu. Mais je dirais, je suis fière parce que c'est vrai que beaucoup de gens arrivent à s'en sortir difficilement. Ouais. Une telle situation est difficile. Mais je n'ai pas suivi de traitement. Je n'ai pas vu de Jusqu'à psy. présent? Non, non. Et vous êtes sûr que c'est passé quand même? Oh, c'est vrai que j'y pense à des moments, ça me fait Ouais. mal, ça. Parce que d'autant plus que j'ai pas pu parler à cette personne qui a été mon bourreau. Vous pouvez nous raconter un peu si ça vous dérange pas? Non, je peux raconter. Écoute, j'étais jeune, j'avais 13 ans à l'époque, quand ça se passait. C'était en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait un monsieur, un Européen, Mhm. qui habitait dans notre quartier.
Et j'aimais beaucoup parce c'était un monsieur, je pense qu'il devait avoir 50 ans et quelques. J'aimais bien et tout. Donc, quand il passait, je lui disais bonjour et tous ces machins. Et un jour, il m'a proposé de venir à la maison. Moi, je me suis dit, oui, attends, quelqu'un à 50 ans, c'était à peu près l'âge de mon père. À 13 ans? Oui, oui. À 13 ans, j'étais en troisième, donc j'avais déjà des formes et tout. Et puis, j'étais déjà mentalement assez prête. Hein. Et donc, je suis rentrée. Il m'a servi du coca, parce que moi, j'aime le coca. Il m'a servi du coca. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je me suis retrouvée dans son lit et j'ai vu du sang. Je ne me souviens pas vraiment, honnêtement, je ne sais pas. Et j'avais honte, parce que je me disais, mon Dieu, mais je suis rentrée à la maison, j'ai rien dit, jusqu'à ce que mes parents ne ferment les yeux. Je ne leur ai jamais dit ça. Waouh! Non. Parce que pour moi, c'est un peu... Je me sentais coupable. Mais vous n'avez rien fait. Oui, mais je ne savais pas. Pour moi, c'était comme si je suis allée chercher la chose. Et en plus, c'était le premier, on va dire, le premier homme. Donc, c'est comme si j'avais cherché. Donc, je me suis sentie responsable. Et après, bref, j'en ai jamais parlé. Et ça m'est arrivé une autre fois, j'avais 19 ans. C'était à Lyon. Là, j'en ris parce que c'était... il était déjà vers 23 heures. Et donc, il faisait froid. On ne voulait pas prendre le bus. Donc, on était chez une amie. On a dit, bah, écoute, dis à l'ami de ton frère de nous déposer. Tout ça là, parce qu'on ne voulait pas prendre le bus, non. Donc, il nous a pris, il a déposé l'ami. Et au moment de sortir au niveau de l'autoroute, pour rentrer dans la bretelle pour aller chez moi, eh bien, il a continué sur l'autoroute. Et je lui ai dit, mais tu t'es trompé. Il avait un visage, mais fermé. Il n'a pas répondu. Ah ouais. Et je me suis dit, ouais. Oh, j'imagine votre état là, à ce moment. Ouais, ouais. Aujourd'hui, j'en rigole, mais à ce moment, et puis il était déjà, tu imagines, il était 23 heures passées. Vous ne pouvez rien faire en plus. Rien, non. C'est l'autoroute, tu vas descendre de la voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Et il vous a amené chez lui? Amené chez lui sur un parking. Ça s'appelait le Miribel. S'il y a des gens qui connaissent Lyon, Miribel, Jonage, c'est un espace, un parc. Hein. Et puis, c'est loin, c'est en dehors de Lyon. Hein. Et donc, il a fait cette affaire avec son couteau. Bref. Et après, quand c'est fini, il m'a laissé sur le parking. Et donc, il fallait remonter la route, aller sur l'autoroute. Mais j'avais tellement honte, je me suis dit, tu sais, souvent en France, les prostituées, c'est sur les parkings, dans les espaces qu'elles font. Je me suis dit, mon Dieu, les gens vont penser que je suis une prostituée. Et donc, après, j'ai fait du stop, j'avais pas le choix. Et c'est un Antillais qui s'est arrêté. Et je lui ai dit, ma voiture est tombée en panne, est-ce que vous pouvez me ramener en ville? Je ne peux pas y expliquer. Il va me dire, mais qu'est-ce que vous êtes bête? Bref. Et donc, ça se passait comme ça. Et, mais oui, mais après, je n'avais pas le choix puisque je ne pouvais en parler à personne, je n'avais pas le choix que de m'auto-guérir. Et vous l'avez pu faire toute seule jusqu'à présent? Bon, à part l'interview précédente que vous avez fait, vous en avez parlé après à des proches? Oui, j'en ai parlé à mon frère. Ok. Mais j'ai attendu, il voyageait ce jour-là. Et c'est le jour où il montait dans la voiture, je lui ai dit, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Parce que pour moi... Rapidement comme ça. Oui. Il était là, il était choqué. Mais pour moi, c'était une façon de ne pas m'attarder sur le sujet. Pour ne pas qu'il en parle un peu plus. Oui. Et puis, oui. Mais il est revenu sur ça, je suis sûre. Oui, mais je n'ai pas voulu en parler. Ouais. Vous en avez parlé à votre fille aussi? Oui, j'en ai parlé à moi. Vous discutez beaucoup avec elle? Beaucoup. Vous lui avez raconté toutes vos expériences? Ça va la forger aussi. Hein? Oui. Et c'est pour ça que je dis, c'est une fille elle est mature. Déjà, le fait d'avoir vécu avec mes parents, elle aimait bien rester avec les personnes d'un certain âge. Ouais. Donc, c'est une fille qui est déjà mature depuis son jeune âge. Hein. Et je lui raconte parce que je me dis, ça ne sert à rien de cacher notre passé, qu'il soit positif ou négatif à nos enfants. Parce qu'à partir de notre passé, ça peut leur permettre de savoir, tiens,
maman avait fait ça, ça lui avait donné tel résultat. Attention, si je fais ça, j'aurai le même résultat ou peut-être moins. Elle saura ajuster. Tu vois? Donc, je lui ai raconté et tout. Et ça a été un peu difficile, mais Elle aussi, elle s'ouvre à vous, elle vous parle un peu de tout ce qu'elle vit au quotidien. Oui. Parce que, bon, disons que nous, notre éducation, c'est un peu difficile de s'ouvrir à nos parents parce qu'ils ont été un peu sévères, si je peux dire ainsi. Donc, ça fait que s'ouvrir un peu à eux, c'est difficile pour nous. Mais les générations à venir, je me rends compte qu'il faut beaucoup discuter avec eux, passer du temps, parler de tout et de rien. C'est pas le bâton qui va corriger aussi l'enfant, hein. Ce que certains parents ont eu à faire comme erreur précédemment. Oui. Et c'est vrai que vraiment, je remercie Dieu pour la fille que j'ai eue parce que j'ai pas eu, tu sais, il y a des gens qui parlent d'adolescence, mon enfant fugue. J'ai pas connu ce problème-là. Ah ouais. Mon enfant fait ci. J'ai vraiment pas. C'est la chance. Depuis qu'elle avait, écoute, ma mère est morte en 2015. Ma fille à l'époque avait 15 ans. Donc sa période d'adolescence là, elle n'a pas eu le temps de la passer parce qu'il fallait devenir adulte. Maman est partie, papa est parti. Donc mamie et papy sont partis. Tu vas pas pleurer sur moi parce que moi, j'ai besoin d'être en forme, tu vois. Donc, elle n'a pas eu cette période d'adolescence. Elle a eu sa période d'adolescence quand elle avait 12-13 ans. Mais ça, on avait de régler ça. Et après, donc, j'ai vraiment pas eu de problème avec elle. Et elle est, depuis tout le temps, elle a été très bonne conseillère. Franchement, je pense même que j'ai un peu abusé de sa maturité. Oui, j'ai un peu abusé de sa maturité. Avec tout ce que vous nous avez raconté, vos parcours, votre vie, les difficultés que vous avez traversées, il n'y a pas eu un moment où vous avez eu envie de tout arrêter, de dire stop, c'est bon, j'en peux plus? Ah oui, mais même aujourd'hui, ça m'arrive. Ça m'arrive, oui, ça m'est arrivé. Il y a des moments où j'ai eu envie de tout laisser tomber, de partir. De partir quelque part où on ne me connaît pas, de recommencer notre vie sur d'autres bases et tout. Oui, parce que il y a des moments, les défis sont tellement difficiles, tellement lourds. Mais quand tu t'arrêtes, tu te dis, si je laisse tomber les personnes qui croient en moi, qu'est-ce qu'elles vont devenir? C'est vrai qu'on ne pense pas, qu'on ne devrait pas penser qu'à soi, mais aussi, je tire beaucoup de plaisir à travailler avec les gens. Et donc, je me suis déjà créé cette communauté, si on veut dire, qui fait que ils me tiennent, je les tiens. C'est un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'à des moments, j'ai envie de tout lâcher. Parce que on a beaucoup de difficultés. Quand tu vas regarder humainement, les gens ne sont pas gentils. Mais ça, c'est partout pareil. Donc, tu vas pas quitter ici ailleurs, pour aller ailleurs. Rien ne prouve que ça sera mieux. Au moins ici, tu es chez toi. On va te traiter d'étrangère. Et du coup, ceux qui veulent quitter le pays, on se dit que là-bas, ça sera pas meilleur qu'ici, c'est ça? Oui, écoute, tu sais, tout est une question de choix. Moi, j'ai des paramètres qui ont fait que je me suis dit non, je ne baisse pas les bras, je me bats, je continue. Mais il y a des gens qui sont arrivés à un niveau où ils n'ont même plus d'espoir de se battre. Tu sais, quand tu perds tout espoir de te battre, tout est mort. Il faut partir. Même te régénérer un peu et revenir. Mais tu sais, l'espoir, c'est ce qui nous permet de nous lever chaque matin et de nous dire, bon, ok, j'espère aujourd'hui ce sera mieux. Mais si aujourd'hui ce sera mieux, tu n'arrives même plus à le dire, bon. Donc, il faut nourrir l'espoir, c'est important. Donc, c'est l'espoir qui vous permet de vous dire non, je n'abandonne pas, je continue. Oui, malgré l'espoir, la foi que les gens ont en moi. L'exemple que je donne à ma fille, parce que si à chaque fois que ça ne va pas, tu baisses les bras, quel exemple tu donnes à ton enfant? Donc, l'exemple que je donne à ma fille et aux autres enfants qui sont avec moi,
Et c'est vrai que tout n'est pas facile, mais en se battant, on peut y arriver. On y arrive. Donc, vous avez beaucoup de personnes autour de vous. Bon, pour la petite anecdote, j'ai eu à travailler aussi pour vous en tant qu'hôtesse, quand vous aviez eu à faire organiser le concert de King Messon. J'ai été hôtesse et je suis venue chez vous à la maison. Vous nous aviez reçus franchement comme si on était vos enfants. Et c'est un événement qui m'a beaucoup marqué jusqu'à présent. Et je vous l'ai dit au début. Et je me demande comment vous faites pour rapprocher autant de monde autour de vous, comment vous faites pour donner autant d'amour à ceux qui sont autour de vous. C'est extraordinaire pour moi et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne maintenant aux jeunes. Il manque ça dans cette génération, il manque cet amour, cette bienveillance. Oui, écoute, je pense que nous avons chacun une mission lorsque nous venons sur Terre. Ça, c'est ma philosophie. Et dans ma mission, dans mon chemin de vie, comme on va le dire, je suis une personne amenée à travailler avec les gens, à accompagner les gens. Comment vous avez su ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris ce rôle que vous aviez à faire? Déjà, depuis que j'étais enfant, tous les gens de ma classe, de mon école, c'était Dominique. Okay. Tout le monde voulait être avec moi. Avec vous, d'accord. Depuis que je suis enfant, tout le monde voulait être avec moi. Et chacun venait me raconter ses problèmes. Et j'ai toujours été celle qui écoute les problèmes des gens. Peut-être pas forcément leur trouve des solutions, mais une oreille attentive. J'ai toujours été celle-là. Et chemin faisant, en grandissant, ça s'est affiné, ça s'est affirmé, ça s'est conforté. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes, quand je parle avec les jeunes, quand je fais ce programme de mentorat, je suis contente que les jeunes me disent « Vous nous avez transformés, vous nous avez aidés, j'aime ça, j'aime. » Et donc, ça, c'est ma mission. Et c'est vrai que ça, c'est une des raisons qui fait que je ne peux pas abandonner parce que j'ai ma mission. Plus tard, j'ai compris que c'était vraiment ma mission. Mais, et puis, je te dis, j'ai eu ce père et cette mère qui ont développé de la bienveillance. Donc, depuis l'enfance, vous avez su développer ça. Mais maintenant, vous pouvez nous dire un peu plus sur le mentorat que vous faites? Alors, ce programme de mentorat, depuis 2020, j'avais commencé, quand il y avait Covid, à faire les ateliers de KDA. Un espace d'échange gratuit pour les jeunes. Donc, tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. Lorsque je fais des ateliers, tout le monde peut s'inscrire. Et quand on a fait la tournée, on est allé à Takpamé. Ah, c'est jusqu'à l'intérieur du pays? Non, on avait fait une tournée sous-régionale. Juste à Takpamé? À Takpamé, Palimé, Kara, Anéro. Bon, on dit sous-régional, c'est vrai que c'est pas... Mais c'est dans la sous-région quand même. On n'a pas pu le refaire parce qu'il n'y a pas d'accompagnement financier. Ça, c'est le gros problème. Et donc, quand on a fait ça, je me suis rendu compte que les jeunes avaient tellement besoin d'être guidés, mais pas par leurs parents. Comme tu disais tout à l'heure, on a du mal à parler à nos parents. On veut savoir comment est-ce qu'il faut faire ça, comment il faut faire ça. Et je me suis rendu compte que, aussi, en échangeant avec les étudiants, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Il y avait des valeurs qu'ils n'avaient pas. Il y avait des qualités. Ils étaient trop axés sur l'école. Aujourd'hui, on a besoin de développer des compétences autres que les compétences livresques, les compétences universitaires. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un programme de mentorat? Et donc, on a fait la première édition, la première promotion, très bien. La deuxième promotion, encore mieux, parce que c'est vraiment des jeunes qui m'ont prouvé que je n'ai pas fait cet effort pour rien. J'ai fait intervenir des professionnels d'Abidjan et tout. Ils ont eu vraiment les meilleures formations qu'on pourrait avoir et c'est gratuit. Mais je vais te dire une chose. Cette édition, je suis en train de faire, j'ai dit que c'est gratuit, mais trouver 2000 francs de frais d'inscription pour les frais d'études, il y a eu moins d'inscriptions. Et je me dis, si jamais... 2000 francs? 2000 francs, juste. Parce que j'ai jamais demandé rien. Mais non, mais c'est énorme aussi, ramener des gens de l'étranger et tout. Après, il faudrait voir le financement derrière. Mais bien sûr.
Bien sûr, parce que les gens peuvent t'accompagner, mais ça ne finit pas, ça ne finit pas le programme. Mais il n'y a pas beaucoup d'inscrits. On a poussé la date au 15 mars, mais je me suis dit, si il n'y a pas d'inscrits parce que j'ai demandé 2000 francs, moi je laisse le programme de mentorat. Parce que à la limite, Soline, il ne faudrait pas laisser. Non, mais écoute, non, ça aide beaucoup de personnes. Oui, ça aide beaucoup de personnes, mais il faut aussi que les gens comprennent qu'on n'a pas tout gratuitement dans la vie. Oui, c'est vrai. 2000 francs sur 6 mois de formation, où tu vas avoir des personnes comme Nabou Fall, comme Gilles Attaï, comme Stéphane Corridon, comme il y a eu plein de personnes de renommée de renom. Un monsieur qui travaille à la BOAD, qui vous a parlé, qui vous a appris des choses, Steven et Claude Tapani, mais des personnes de bonne facture qui vous parlent. Vous ne payez rien, on vous demande 2000 francs. Mais attends, écoute, je crois qu'il faudrait que nos jeunes arrivent à comprendre qu'il faut qu'eux-mêmes ils fassent un petit effort pour qu'on puisse être encouragés. Ce n'est pas ces 2000 francs qui vont payer le programme. Hein. Non, pas du tout. Juste, très loin de ça. Mais c'est juste symbolique. Mais si ce symbole-là, vous n'arrivez pas à le faire, moi je laisse. C'est tranquille. Je continuerai à faire mes activités et puis c'est fini. Parce que, imagine-toi que pendant ce programme, tous les 15 jours, on a une formation. Tous les samedis, pendant tous les 15 jours, tous les 15 samedis. Moi, déjà, je vais m'inscrire. Hein. Ouais, tu t'inscris, il n'y a pas de problème si tu es payé pour tout ce qui est. Non, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'en mettant ça de côté, je suis contente de ces promotions. Ils m'ont fait une surprise, ils m'ont fait une vidéo. Ils ont dit, Madame, cette année, ne vous fatiguez pas, ne cherchez pas les sponsors. Nous, on va chercher pour vous. Et ils ont fait les dossiers de sponsoring, ils ont fait les lettres et tout. À leurs frais, vous voyez. Et quand je vois ça à côté, et Dieu seul sait que ça coûte d'imprimer des documents, d'imprimer des lettres, mais ils l'ont fait parce qu'ils croient en ça. Et quand je vois à côté des personnes qui ne sont pas capables de débourser 2000, je me dis, tant qu'à faire, autant prendre les autres promotions, leur redonner encore d'autres formations, plutôt que de prendre des personnes neuves qui ne veulent pas payer 2000 francs. Bien sûr, je vois un peu. Maintenant, en tant que femme avec un programme très chargé, vous avez sûrement un programme hyper chargé. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Encore une fois, je vais parler de mon père. Oui. Je me suis inspirée de mon père. Mon père, il était représentant d'une institution internationale, comme je l'ai dit, et donc il avait beaucoup de travail, mais chaque midi et demi, il venait nous chercher à l'école avec son chauffeur. 19h, il était là, à 19h30, on passait à table. Pourtant, il avait un planning bien détaillé, oui, bien fourni, ouais. Et mon père trouvait toujours le temps d'être là pour nous. Pour lui, passer à table, manger avec ses enfants, c'était très important. Et donc, je me suis dit, mais si mon père, qui était ce monsieur-là, pouvait le faire, qui suis-je pour ne pas prendre exemple sur lui? Et donc, c'est vrai que moi, j'étais profession libérale, c'était plus difficile, mais j'ai quand même tenu à planifier mon emploi du temps et ma vie privée pour que tout puisse s'imbriquer. Et quand je devais travailler sur des chantiers que ça devait me prendre la nuit, si ma fille était en congé, eh bien, je l'amenais avec moi, on aménageait quelque part et dormait là-bas. Voilà. Mais quand c'était pas possible, je tenais tout le temps au courant, voilà, je l'appelais. Donc, j'essaye de manager. D'accord, ok. Du coup, quels sont vos projets à long terme? D'abord, à court terme, oui, à court terme et à long terme, on va organiser un événement inspiré le 1er mars. Le 1er mars, en prélude à la Journée internationale de la femme. Donc, à long terme, on a l'intention de le rééditer chaque année. Ça s'appelle Inspirer et innover au féminin. Alors, donc, à court terme, c'est le renouvellement de cet événement. À long terme, c'est déjà de rester en vie et en bonne santé. Déjà ça. Et à long terme, c'est
j'ai vraiment envie de, de donner beaucoup à la jeunesse de mon pays. Beaucoup. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre que de ma poche. C'est difficile. J'ai envie d'avoir des mini-programmes de mentorat, au moins dans les 5 régions du Togo. Ça, c'est un rêve pour moi. Parce que je vois ce que ça fait aux 2 promotions, qui sont des étudiants. Donc, le faire déjà un peu plus tôt pour les élèves en première, en terminale, les suivre, les accompagner, on aura un changement dans les mentalités Ça de va nos se enfants. réaliser. Si plaît à Dieu. Oui. Si vous devriez laisser un héritage, qu'est-ce que ce serait? Un héritage. Ouais, qu'on dise que, ah oui, Kadea, voilà ce qu'elle a pu laisser. Laisser le fait de développer la bienveillance tout en étant rigoureux. Savoir être bienveillant, mais étant rigoureux. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que tu peux apprendre à être bienveillant, mais il ne faut pas que ça se fasse dans le désordre. Donc, avoir de la rigueur, avoir, être gentil, mais savoir pouvoir dire non. Ouais, ça va ensemble parfois? Oui, ça doit aller ensemble et ça peut aller ensemble. Ok. Oui. Mais justement, ce que je te disais, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui vient chez toi tous les jours. Il te demande, donne-moi 5 000 francs. Première fois, tu vas le faire, c'est de la bienveillance. Deuxième fois, tu vas le faire, c'est de la bienveillance. Mais troisième fois, il faut être rigoureux. Soit tu lui apprends comment est-ce qu'il peut avoir 5 000 francs par jour ou bien par mois, soit tu arrêtes Lui il faut pas, donner. il faut être rigoureux, il faut avoir la rigueur. Ce n'est pas facile. On ne peut pas donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut apprendre, comme on dit, il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson tous les Oui. jours. Tu permets à la personne d'être indépendant et de ne pas avoir tout le temps à compter sur quelqu'un d'autre. Tu peux être bienveillant et en étant rigoureux. Je pense que c'est le conseil que je donne, l'héritage que je donnerai. Quel conseil donneriez-vous aux filles de 15 ans et aux dames de 25 et 35 ans? Les filles de 15 ans, un conseil. Les filles de 15 ans aujourd'hui, elles se comportent comme des filles de 25 ans. Ah oui, vous trouvez? Oui, les filles, elles se comportent peut-être mentalement, elles Mentalement. sont moins trucs, mais elles ont, attends, je vois des filles de 15 ans qui ont moi j'ai un Samsung là, qui ont des iPhone iPhone, Pro ouais. Max, je sais pas comment vous dites là. Aux filles de 15 ans, je dirais, apprenez à développer vos facultés intellectuelles d'abord. Ensuite, vous aurez le temps de développer tout le reste. Il faut avoir ça dans la tête. C'est important. Une jeune fille doit être éduquée. Éduquée ne veut pas dire forcément connaître tous les métiers du monde, mais éduquée, c'est déjà savoir comment tu te comportes en société. Tu ne vas pas venir manger du chewing-gum, clac, clac, clac. Tu ne vas pas te promener en baby shake. Qu'est-ce qu'on dit baby shake? Comme ça, Crop top. Maradona, crop top. Il faut avoir de l'éducation. L'éducation, c'est se comporter en société, parler, savoir parler en société, savoir s'adresser aux aînés, etc. Donc, les jeunes filles de 15 ans doivent apprendre à être éduquées. Ensuite, tout ce qu'il y a comme fun, elles peuvent le faire après. Aux femmes de 25 ans, je dirais, vous n'êtes pas loin de vous marier, ou vous êtes peut-être mariés. Apprenez à vous respecter vous-même. Mais ça, déjà, dès 15 ans, vous commencez à vous respecter vous-même. Parce que tu sais, si tu as bourlingué, eh bien, écoute, quand tu auras 25 ans, tu seras complètement fané. Oui. Donc, quand tu as 25 ans, tu en âge de te marier. Il faut penser à rencontrer celui que tu dois rencontrer, mais tiens compte du fait qu'il faudrait qu'il soit un bon compagnon. Pas seulement qu'il soit beau, mais qu'il soit un bon compagnon pour toi.
il faudrait que tu arrives à parler avec lui, communiquer. Ce n'est pas je l'aime, oh je l'aime, je l'ai épousé, non. C'est est-ce que j'arrive à communiquer avec lui? Est-ce que j'arrive à échanger avec lui sur plusieurs sujets? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce que moi-même je le respecte? Voilà. Est-ce que mes parents sont d'accord? C'est très important. Vous savez, quand on dit que maman n'est pas d'accord, je vais me marier quand même, non, c'est une erreur. Et c'est pourquoi elle le dit, Oui, non? ah oui, moi je À peux vous travers le son dire. expérience. Ah oui, ah oui. Il faut toujours écouter. Toujours, j'exagère, il y a parfois des parents qui, bon, exagèrent un petit peu, mais il faut toujours écouter ses parents. Quand vos parents vous disent ne faites pas, ils savent pourquoi ils disent ne faites pas. Moi, je pense que je suis dans le même cas, hein, parce que avant, quand nos parents aussi nous parlent, on dit non, mais elle exagère, ou il exagère et tout, mais plus on grandit, plus on se rend compte que, bah, tiens, c'est vrai ce qu'ils disaient. Ouais. C'est parce qu'ils ont eu à traverser ça qu'ils vous disent, ah, fais attention à ci, fais attention à ça. Absolument, absolument. Et dans l'euphorie de l'âge, on ne se rend pas compte forcément que ce qu'ils disent, c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des parents qui en font un peu trop. Mais... Peut-être que c'est la manière dont ils le disent aussi qui joue, qui fait que nous, les enfants, peut-être on n'écoute pas trop. C'est vrai. C'est vrai. Je disais la dernière fois à un ami, il faudrait qu'il y ait une école pour recycler les parents. Parce que le monde évolue. Oui. On ne peut pas rester toujours à être un parent tape, tape, tape. Non. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de taper un enfant pour bien l'éduquer. Il faut juste... Ma fille, je ne l'ai tapée qu'une seule fois. Je me souviens, c'est à l'époque, elle devait avoir 3 ou 4 ans. Mais je ne l'ai plus jamais retapée. Elle ne va même pas s'en souvenir, je pense. Elle s'en souvient. Oh, 3 ou 4 ans. Elle s'en souvient. Elle s'en souvient. Mais en fait, oui, fille de 25 ans, apprend à être une bonne épouse, une bonne femme. Et quand je parle de femme, pas une femme uniquement femme avec l'homme, une femme avec grand F, hein, et apprend à être une personne responsable. À 25 ans déjà? Oui, 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 oui. Tu sais, c'est vrai que je regarde ma fille Madina, hein, elle a 25 ans. Pour moi, elle est une responsable. Femme. Oui, elle sait faire la cuisine depuis très très longtemps. Elle tient à la maison. À la maison, je m'occupe de rien du tout, c'est elle qui s'occupe de la maison. Elle sait. Oui, c'est une femme d'intérieur, c'est une femme d'intérieur, c'est une femme qui sait travailler, c'est une femme. Oui, à 25 ans, une femme, c'est possible. Si j'ai pu avoir cet exemple, moi-même, je me suis mariée quand j'avais quel âge? J'avais 24 ans. Ok. Et ça, c'était il y a combien d'années? Je te parle de 1992. Ah ouais, il y a... Ça fait 23 ans, oui, 33 ans. 30, oui, 33. Tu vois? Donc, si en 1992, ça se passait comme ça, alors qu'aujourd'hui, les choses évoluent, je crois qu'à 25 ans, une fille, normalement, si elle a eu de la chance de rencontrer un bon partenaire, elle est mariée, elle est au foyer. Oui. Tu vois? Ok. Et une dame de 35 ans? Une dame de 35 ans, moi, je dirais qu'il faut... C'est moi. C'est toi. Oui. Ok. Il faut rester... Si tu as une vision, tu as déjà cheminé sur ta vision, essaye de maintenir la vision en essayant de... S'il faut faire des corrections sur ta façon de voir les choses, ouvre tes yeux, regarde comment ça se fait à l'extérieur. Mais tout en gardant ton modèle authentique. Ok. Tu vois? Il faut accompagner d'autres femmes, si tu le peux. Il faut développer beaucoup d'empathie. Il faut essayer de comprendre, se mettre à la place des autres. Parce qu'à 35 ans, on est déjà beaucoup plus mature que 15 ans, 25 ans. Se mettre à la place des autres. Si c'était moi, comment j'aurais fait? Est-ce que j'aurais réagi comme ça? Ça permet de comprendre mieux le monde lorsqu'on arrive à se mettre à la place des autres. Et puis aussi, il faut avoir l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas une faiblesse de développer l'intelligence émotionnelle. Au contraire, c'est une force. Et il faut développer l'intelligence émotionnelle. Comment on développe ça? Eh bien, comment on développe ça? C'est un peu comme je te disais, bienveillance, rigueur. Oui. Et puis... il faut beaucoup être à l'écoute de l'autre. Il faut être à l'écoute des autres. Il faut être à l'écoute des autres, mais ne pas être là que pour les autres.
C'est difficile, hein, mais il faut arriver à faire ce management. Maintenant, comment savoir quand est-ce qu'on fait un bon choix, par exemple, dans la vie en général? Mais quand tu fais un mauvais choix, soit tu te casses la gueule, soit tu t'en prends à la figure. Eh bien oui, il ne faut pas avoir peur de... Je dirais, moi je dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie. Tu vois? Je dis, il a échoué. Non, il n'a pas échoué, il a appris et il sait que demain, il ne fera pas la même erreur. Donc, il avance, tu vois? Et donc, on peut faire des mauvais choix, mais ça, c'est la vie. Il y a un cheminement. Rien n'est hasard. Il n'y a pas de hasard. Ta rencontre avec moi, il n'y a pas de hasard. Rien n'est... Tout est programmé. Maintenant, à nous, nous sommes les artisans de... Tu sais, moi, je dis souvent, imagine que nous sommes des peintres. On imagine quelque chose et la chose se dessine. C'est ce que nous sommes. En fait, nous avons ce pouvoir, mais nous ne nous rendons pas compte de ça. Nous sommes des créateurs. On le dit souvent, tu l'entends, vous êtes des créateurs, vous êtes des créateurs de votre destin. Mais c'est vrai, nous sommes des créateurs. Tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. Tu as voulu qu'on fasse cette émission. On est là aujourd'hui. Mais donc, tu as créé ce moment. C'est toi la créatrice de ce moment. Tu vois? Donc, ça veut dire que si on veut, on peut arriver à beaucoup de choses. Tomber, c'est pas grave. On se relève. Et puis, on tombe encore, on se relève. Mais on ne se décourage pas. C'est beau, ça. C'est difficile, mais c'est beau. Oui. Oui. Maintenant, y a-t-il une question que vous aimeriez que je puisse vous poser que je ne l'ai pas fait? Comment je vis, comment j'ai vécu ma corpulence depuis que je suis enfant. Parce que ça, c'est un problème. C'est depuis l'enfance? Oui, oui. C'est depuis l'enfance. Et ça, c'est un problème que beaucoup d'Africaines ont. Et qu'elles n'assument pas leur morphologie. Moi, je suis ronde depuis que je suis enfant. Je veux te dire, j'étais le plus petit bébé de ma mère. Et à 6 mois, il y a une dame qui a dit, je traduis, c'est, elle ne mange pas, faites-lui un peu de pâte avec la sauce gombo, vous allez voir. Et comme me dit mon père, et puis c'est parti. Depuis ce jour, tu n'as pas arrêté. Mais bref, j'ai toujours été ronde. Mais je te promets que ça n'a jamais représenté une difficulté pour moi. Parce que je me fonds dans ma corpulence. J'ai tellement épousé ma morphologie que je l'accepte. Et tu sais, quand tu es, supposons quelqu'un qui est chauve, qui est tout le temps en train de se cacher la tête, on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut cacher? C'est là qu'on voit sa calvitie. Mais quand il épouse sa calvitie, on ne voit même pas qu'il est chauve. C'est pas vilain d'être chauve, mon père était chauve. Hein. C'est juste le premier exemple qui m'est venu. Mais c'est pour dire que, mais il ne faut pas s'enfoncer avec ça. Je vais te dire, en décembre 2023, j'ai fait un AVC. J'en ai fait 4 même. Et je me suis dit, ça va, c'est bon. Tu arrêtes. Et j'ai perdu 16 kilos depuis. Donc, j'y vais graduellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une forte morphologie, fais un effort. Au moins, fais du sport, mange moins d'huile. Tu ne peux pas maigrir forcément tout de suite, mais entretiens-toi, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Vous avez eu à aussi organiser des concours de Miss Ronde aussi précédemment? Oui, Nanagan, que malheureusement, on a fait 2 éditions, mais malheureusement, faute de sponsoring, on n'a pas pu continuer. Mais je disais aux filles que être ronde, c'est pas une fatalité. Mais arrondir encore le arrondi, là, ça devient grave. Donc, l'obésité n'est pas une fatalité. Nous n'encourageons pas l'obésité, mais nous disons cultiver une bonne santé physique et surtout développer votre intellect. Ça, c'est très important. Quand tu es intelligente, que tu as, quelle que soit la morphologie que tu es, que tu sois court, trop grande ou quoi, on oublie ta morphologie, on se concentre sur ce que tu as à dire. Mais lorsque tu es grosse, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'arranger, mais tu as toutes les tares. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut toujours créer un équilibre. Et c'est ça la vie, c'est un équilibre. Le bon, le mauvais, le beau, le vilain.
il faut créer l'équilibre. Développe ton intellect, travaille sur ta personne, comment est-ce que tu te présentes, comment tu t'habilles. Et puis, mais ce qui ne te plaît pas chez toi va être occulté par les autres parce que toi-même, tu vas finir par l'accepter. Merci beaucoup, Madame Caïsson. Maintenant, un des mots de fin. Je pense qu'on tend vers la fin. Il nous faisait si longtemps. Du coup, quel mot vous pouvez donner à l'endroit de ces femmes africaines, ces femmes qui se battent et qui aimeraient avoir un résultat dans leur vie, qui aimeraient avoir une source de motivation, un mot de bienveillance envers elles? Alors, mesdames, si vous vous battez, continuez de vous battre. Moi, je veux vous dire, ne baissez pas les bras. C'est facile de baisser les bras. Mais en fait, on ne récolte que de la satisfaction que lorsqu'on s'est battu pour obtenir quelque chose. Donc, il faut continuer à vous battre, quel que soit ce que vous voyez sur votre chemin. Rien ne peut être invincible, déjà de un. Et de deux, il faut développer beaucoup de bienveillance. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites attention au monde qui vous entoure. Faites attention à tout ce que vous dites, parce que tout ce que vous dites peut être mal interprété. Tout ce que vous faites peut être mal interprété. Nous sommes des femmes, nous portons la vie. Alors, nous devons en tenir compte dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce beau partage. Merci d'avoir pris votre temps et on se dit à la prochaine alors. Merci beaucoup, Soline, et vive ton émission. Merci. Et j'aurai plaisir à voir de nombreuses femmes passer à ton émission. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut un bel échange avec Madame Kadea. N'hésitez pas à liker, partager, surtout commenter pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt. Bye.